Votre fidélité sans cesse renouvelée à Gabon 24 nous honore. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 7e numéro des enquêtes de Gabon 24, une émission d'investigation ayant trait aux problématiques sociopolitiques, économiques ou culturelles. Le scandale du groupe Poste SA reste d'actualité au regard de l'ampleur des dégâts en termes de pertes financières et des soubresauts qui secouent à ce jour ce groupe. Après la diffusion de la première partie de cette enquête essentiellement consacrée à l'une des filiales du groupe, notamment Postbank, l'on se retrouve à nouveau pour suivre la seconde partie de cette enquête qui est loin de nous avoir livré toutes les informations relatives à cette situation. Postbank était la filiale consacrée au volet transfert d'argent avec deux produits, notamment Western Union et Monday Express. Cette filiale qui, comme la première, a également enregistré d'énormes déficits au point d'écorner l'image du Gabon auprès de ses partenaires internationaux. Voici pour vous au cœur du scandale de la Poste SA, deuxième partie, une investigation de Jean-Pascal Don et de Francis Ifunda. Au chapitre des autres filiales du groupe Poste SA ayant subi un lourd préjudice financier après Postbank figure, en bonne place, Poste Transfert. Il faut dire qu'au départ, les activités de transfert d'argent, regroupées autour de deux produits, Western Union et le Monday Express, étaient jusque-là concentrées au sein des bureaux de poste sur l'étendue de son réseau. En 2013, l'équipe dirigeante décide de créer une filiale Poste Transfert avec un statut juridique de société anonyme et toute la nomenclature administrative y afférente afin d'y concentrer ses activités. Dans le souci d'étendre son rayon d'action et de maximiser ses revenus, les responsables de Poste Transfert signent des conventions avec des opérateurs économiques, voire des personnes physiques, afin que ces derniers fassent des opérations de mandat express. Ainsi, en marge du réseau de la Poste qui avait l'exclusivité de cette activité, deux nouveaux types d'acteurs se sont ajoutés. Ces acteurs étaient classés en deux catégories. Les sous-distributeurs mobiles via une application installée dans un téléphone portable et les sous-distributeurs classiques, en somme, des commerçants à qui l'on avait installé l'application sur des postes au sein de leurs locaux. Pour une garantie de 2 millions de francs CFA, ces commerçants ont été autorisés à effectuer des opérations de transfert d'argent, bien évidemment, sous le label et avec les identifiants de la Poste gabonaise. Cet argent devait faire l'objet de versements hebdomadaires. La gestion de l'ensemble de cette activité était placée, en partie, sous la responsabilité de Paul Boulendé, directeur général, et Georges Meyindou, directeur de l'exploitation, à qui était directement rattaché le volet Mandat Express. Madame Marie-Rose Ndjembi, quant à elle, avait la charge de la direction financière et comptable. Comment cette filiale du groupe Poste SA a pu se retrouver dans la situation catastrophique qui est la sienne aujourd'hui, une situation se traduisant par une dette estimée à un peu plus de 10 milliards de francs CFA auprès de partenaires internationaux et un niveau de créance de l'ordre de 4,5 milliards de francs CFA, dont plus de 700 millions de francs dus par les sous-distributeurs. Pour comprendre, nous décidons de nous rendre au Centre national de tri et de colis postaux à la rencontre de Paul Boulendé, ancien directeur général de Poste Transfert. Il marque cependant un bémol, il ne souhaite pas s'exprimer devant une caméra, ce que nous lui concédons. D'entrée de jeu, l'ancien directeur général de Poste Transfert nous fait comprendre qu'il ne peut se prononcer que sur le volet Western Union, car celui relatif au mandat express était exclusivement aux mains de son directeur d'exploitation, Georges Meyindou. Entre autres raisons évoquées par l'ancien directeur général, le système d'information pour lequel il a reconnu des failles. C'est d'ailleurs sur la base de ces failles que Lich Mavungu, ancien receveur et opérateur de mandat express au bureau de poste de Manji, dans la province de Langounié, s'est permis, en toute illégalité, d'effectuer des opérations d'émission de mandat alors qu'il n'en avait plus le droit, vu qu'il était affecté depuis novembre 2015 au bureau de poste de Gros Bouquet à Libreville. Selon le rapport d'émission nationale de mandat,
sur lequel nous avons pu mettre la main, Lich Mavungu, à qui les habilitations n'avaient pas été retirées au moment de son affectation, se servait simplement de son ordinateur portable et d'un câble de connexion de la Poste pour ses émissions fictives de mandat qui se sont élevées à 5 330 000 francs CFA au titre des envois et 200 000 francs CFA de frais, soit un total de 5 530 000 francs CFA, de l'argent qu'il a gardé par devers lui. Au-delà de cet exemple lié à la confusion dans la gestion des habilitations, Paul Boulende a également fait état de la baisse du taux de rémunération de Western Union, passé de 22% à 17%, occasionnant ainsi une baisse des recettes de post-transfert, la montée du secteur informel et l'incohérence relevant des coûts excessifs des loyers et des factures de l'opérateur télécom, des factures provenant de 2 filiales du même groupe, à savoir Post Imo et Postanet. S'agissant du volet mandat express, l'ancien directeur général nous oriente vers son ancien directeur d'exploitation. La facilité avec laquelle nous avons rencontré Paul Boulende n'est pas de mise pour ce qui concerne Georges Mihindou. Ce dernier nous balade durant 3 jours, refusant même de décrocher son téléphone portable en reconnaissant notre numéro. À la question de savoir pourquoi avoir permis aux commerçants d'exploiter l'activité mandat express, réponse, il fallait étendre le marché. Pour lui, les commerçants avaient des heures d'ouverture extensibles et pouvaient travailler les dimanches et jours fériés. Pourquoi avoir plafonné la garantie à 2 millions de francs CFA pour des personnes qui devaient manipuler des flux d'argent importants au quotidien? Pour Georges Mihindou, ce montant était simplement un produit d'appel afin de susciter l'émulation de ses commerçants. Il était appelé à évoluer selon lui. Avez-vous planifié la période d'évolution de cette garantie? À cette question, Georges Mihindou nous oriente vers son ancien directeur général que nous avions déjà rencontré et qui nous avait dit ne pas avoir été impliqué dans la question du mandat express. Au-delà du caractère évasif des réponses de Georges Mihindou sur la situation des sous-distributeurs, le tableau récapitulatif de leurs créances pour la période de 2013 à 2016 est, lui, très éloquent. Ces créances sont évaluées à plus de 510 millions de francs CFA, dont près de 55% concernent un seul opérateur, Fréquence Boutique Plus, dont la dette est de 419 550 148 francs CFA pour avoir déposé une garantie de 2 millions de francs CFA. Suite aux multiples relances dont il a fait l'objet, le gérant de cette entreprise, Aliou Aboubakar, émet 10 chèques à l'ordre de post-transfert dans la période allant d'octobre 2015 à mai 2016. Malheureusement pour post-transfert, ces chèques vont s'avérer être impayés au motif d'une absence de provision. Toute chose qui emmènera Michael Adondé, nouveau patron de Poste SA, à saisir le chef d'état-major des polices d'investigation judiciaire aux fins de règlement de ce conflit. Sous une approche globalisante, les résultats des différents audits menés jusque-là mettent en évidence les limites de l'équipe managériale ainsi que de nombreuses irrégularités sur le plan de la gestion, de la comptabilité et des contrôles. Il est fait état d'une gestion comptable et financière peu orthodoxe et opaque avec le produit de l'activité au quotidien qui servait à couvrir les charges de post-transfert et même de la superstructure Poste SA. Un dispositif de contrôle interne inopérant, une gestion des recouvrements inefficiente, des situations de risque déontologique et de conflits d'intérêts dans le cadre des partenariats, des investissements hasardeux comme celui opéré en République démocratique du Congo. L'ancien directeur financier et comptable que nous avons aussi rencontré nous donne une esquisse d'explication. Au niveau de la gestion de post-transfert, nous avons 2 produits qui étaient très difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que les commissions étaient très très faibles.
Je vous prends le cas de Western Union d'abord, parce que je commençais avec ce produit avant. Lorsque nous avons commencé avec Western Union en 1997, notre commission nette était de 25%. On faisait des bénéfices. On faisait des bénéfices. En 2010, Western Union, au quatrième trimestre 2010, Western Union nous a ramené la commission à 22%. Donc vous voyez avec toutes les charges que nous avons. En 2013, lorsque nous avons eu le mandat, on était à peu près 45% de commission nette. Le reste était reversé, c'était une redevance qu'on reversait aux partenaires. Donc, Western Union, on était à 22%, le mandat à 45%. Et vous voyez avec les charges d'aujourd'hui, la personne qui ne connaît pas la maison peut parler d'une gestion opaque et hasardeuse. Mais je vous dis, notre problème, c'est au niveau des commissions. Vous prenez un produit comme le transfert d'argent. Vous avez des charges énormes. On travaille avec Internet, qui coûte extrêmement cher. On travaille avec le transfert les sociétés de transfert de fonds, qui nous coûtent extrêmement cher. On travaille avec les sociétés de gardiennage, qui nous coûtent extrêmement cher. Et en plus, vous ajoutez la masse salariale qui est très très élevée. Vous ajoutez les loyers, vous ajoutez les frais bancaires, parce qu'à chaque jour, nous devons payer les factures. Et pour payer ces factures, nous devons les transférer par les banques. Et je vous dis, les frais bancaires sont très, très élevés. Oui, mais madame, cet argent-là, oui, qui était déposé par les usagers, n'était pas destiné à couvrir ces frais. Ce n'était pas votre argent. Non, nous, on payait nos charges. Écoutez, on payait nos charges avec... On était censé payer nos charges avec notre commission nette. Mais comme je vous disais, nous avions une masse salariale qui était... Bon, 2015, c'est un exercice sur 16 mois, parce qu'on a commencé le 1er septembre 2014. Donc, lorsqu'on prend le personnel, rien que la masse salariale, on ne peut pas inventer les choses. La masse salariale nous coûte, en 2015, nous a coûté 2 milliards, 32 millions. Vous voyez déjà, sur la commission nette qui est de 1 milliard 839 millions. Nous devons supporter les autres charges, les fournitures de bureaux, l'électricité, les loyers, la communication, les télé, Internet, le gardiennage, le transport de fonds, les missions et tout. On était, avec ces 10 charges, nous sommes à 4 milliards 197 millions. C'est pour vous dire que c'est vrai, la gestion est opaque, mais les charges sont là. Ce n'est pas nous qui inventons les charges. Donc, lorsqu'on dit la gestion opaque, hasardeuse, mais ce n'est pas de notre faute, monsieur. S'agissant explicitement de l'investissement en République démocratique du Congo, il a été question de nouer un partenariat avec la Société congolaise des postes et télécommunications. Selon Michel Pira, ancien directeur du développement de Mandat Express, qui a piloté le projet, cet investissement visait 3 objectifs. Premier objectif, essayer de développer le réseau de transfert d'argent en s'attaquant à un marché de 80 millions d'habitants, alors que le réseau commençait, les volumes commençaient à plafonner au niveau du Gabon. Il y avait une opportunité financière. Nous avons pu obtenir un crédit fournisseur à 2% et nous comptons le placer en RDC à 12,5%. Ensuite, il y avait l'intérêt d'avoir un partenariat technique avec, au niveau sous-régional. Le projet s'était limité à installer 23 sites pour toute la République démocratique du Congo. 23 sites, c'était la phase initiale. Disons que le choix avait été fait. Le choix a été fait. C'était un financement que la Poste du Congo devait rembourser. Donc, les négociations ont porté sur justement le contenu de ces investissements. Vous avez consenti le financement. Oui. Et il devait être remboursé par la Poste du Congo. C'était un placement financier. Oui. Voilà. Est-ce que cela a été le cas? Malheureusement, le projet a démarré en 2012. L'activité a démarré en 2012. Les équipements sont arrivés un peu plus tôt en RDC
en RDC. Le déploiement devait durer à peu près 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Et vous savez que ce genre de projet ne peut pas être rentabilisé en 2 ou 3 ans. En fait, le début de la rentabilisation du projet devait commencer 5 ans plus tard. Hein? Donc en fait, le projet a été arrêté avant qu'il n'arrive à maturité. Pour la partie gabonaise, il a été question d'aménager 12 agences équipées, 10 à Kinshasa, une à Lubumbashi et une à Matadi, et d'ouvrir 5 sites sur le plan commercial, équipés eux aussi de logiciels. Sur le plan des fonds engagés, un peu plus de 2,3 milliards de francs CFA pour le matériel de télécommunication, 300 millions pour les garanties, près de 400 millions de francs CFA pour la réhabilitation et les aménagements des différents sites d'exploitation, 46 millions de francs CFA pour les équipements techniques à Libreville, la formation des personnels en République démocratique du Congo a pris 48 millions de francs CFA et demi, le volet communication et promotion a été financé à hauteur de 187 millions 300 francs CFA, plus de 192 millions pour les études et la mise en route du projet, 818 millions de francs CFA pour le segment spatial, 4 milliards 315 millions 351 760 francs CFA ont constitué le capital total, sans omettre les intérêts d'une valeur de 2 milliards 372 millions 855 000 francs CFA, des pénalités de l'ordre de 151 millions 384 000 francs et enfin les frais de douane, pour mémoire, qui se sont élevés à plus de 472 millions de francs CFA. Avec autant d'argent investi et le projet n'ayant pas été mené à maturation, nous avons demandé à M. Mpira comment le Gabon comptait procéder pour rentrer dans ces fonds. Il y a des accords. Hein? C'est un accord. Il y a des accords. En fait, dans un accord, il y a des possibilités de recours. Hein? Tant que ces possibilités de recours ne sont pas épuisées, on ne peut pas dire que l'argent est perdu. Les équipements qui sont installés restent la propriété de la Poste SA, la poste du Gabon. C'est l'une des garanties qui était contenue dans les accords. Hein? Donc les équipements sont la propriété du Gabon. Elle peut à tout instant aller les récupérer. Bon. Ou à la limite les vendre à d'autres partenaires. Et c'est ce qui a été fait. Les équipements qui n'avaient pas été installés, nous avons pu négocier avec l'équipementier pour que ces équipements soient repris par l'équipementier. Le président actuel a initié, avec une demande d'appui du gouvernement gabonais, notamment le Premier ministre sortant, ils sont rentrés en contact avec le Premier ministre du Congo et je crois que la procédure est en cours. Pendant que le dossier relatif à la récupération des fonds investis par le Gabon suit son cours, l'un des anciens dirigeants du groupe se demande encore si cet investissement était opportun. Bon, moi, comme je dis toujours, le chef n'est pas Dieu. Le chef peut se tromper. Mais nous, les collaborateurs, nous avons le devoir, l'honnêteté et l'obligation d'attirer l'attention du chef pour dire attention, il s'est trompé, il ne faut pas aller dans cette voie, il faut plutôt prendre celle-là. Bon, à un moment donné, si vous êtes écouté, c'est bien. Si vous n'êtes pas écouté, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je pense que le dossier de la RDC est en train de se régler. Effectivement, on a constaté, nous tous, hein, ça a été une grande surprise parce que c'est beaucoup d'argent qui sont partis au Zaïre et nous tous, nous savons ce qui se passe en RDC. Aller investir en RDC alors que nous-mêmes, nous avons besoin de cet investissement, bon, vous voyez bien que c'est suffisamment compliqué. Ça demeure donc, une confusion totale. Oui, il y a une confusion. Au 18 mars 2016, le visage que présentait Poste Transfert était aussi sombre et chaotique que celui présenté par Poste Bank. La mauvaise gestion de l'activité a eu pour conséquence une accumulation de dettes envers des partenaires et des créances sous forme de garantie ou de dettes d'autres partenaires envers elles, y compris la maison mère Poste SA. Le cumul de ces dettes s'élève à 10 milliards 395 millions 206 000 francs CFA, dont 92,52%, soit
9 618 537 446 francs CFA vis-à-vis de la France. Les créances, quant à elles, sont de 4 560 694 874 francs CFA. Elles sont constituées par des dettes internes, notamment la maison mère, Poste SA, l'investissement en République démocratique du Congo, en travaux et en garantie, et Western Union. Dans l'optique de stopper l'hémorragie, la nouvelle équipe dirigeante a pris des mesures urgentes qui ont consisté au remplacement de l'ancienne équipe managériale de Poste Transfert avant de poursuivre dans la mise en œuvre d'un processus de redressement. De retour sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de ce 7e numéro des enquêtes de Gabon 24. Et l'auteur de cette investigation que vous venez de suivre est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Jean-Pascal Ndong. Jean-Pascal Ndong, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Voilà, un tract circule en ce moment dans les milieux de la Poste et vous et le nouveau PDG, vous êtes pris à partie au motif que vous seriez engagé dans une chasse aux sorcières. Qu'en est-il exactement et quelle appréciation faites-vous? Je n'ai pas apprécié. Je ne travaille pas à la Poste, je travaille à Gabon 24. Et un tract, je l'ai lu, effectivement. Je ne sais pas quelle est la sensibilité du nouveau PDG de la Poste et comment il réagira face à ce tract. Pour ce qui me concerne, un tract est par essence anonyme. Et ça veut dire simplement que celui ou ceux qui l'ont écrit ne peuvent pas assumer leurs propos devant moi. Et par conséquent, je n'y réponds pas. Alors, qu'en est-il exactement de ce tract? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est dit dans ce tract? Il est dit que je serai de connivence avec le nouveau président directeur général de la Poste SA pour mener une chasse aux sorcières et que j'aurais reçu une cagnotte du PDG pour mener cette investigation. Et je dis bien, je ne réponds pas à cela parce qu'il n'en est rien du tout. Alors Jean-Pascal Ndong, on va revenir sur le contenu de cette investigation que vous venez de suivre. L'ancien directeur financier et comptable fait état de charges trop lourdes qui auraient conduit le groupe à la faillite. Est-ce que cet argument tient la route? Dans une entreprise, les charges ne sont pas le fruit d'une génération spontanée. Ça ne tombe pas du ciel. Pour ce qui est de Poste Transfert et même de l'ensemble des filiales du groupe, le constat général qui se dégage, c'est que ces filiales ont été mises en place dans l'optique de créer de la valeur ajoutée par rapport aux bénéfices du groupe, mais elles sont devenues des centres de coûts. Parce que lorsque vous prenez une direction et vous l'érigez en entreprise, forcément ça va générer des coûts. Jusque-là, Poste Transfert, comme vous l'avez dit, oui, exploite deux produits, Western Union, Mandat Express. Et jusque-là, ces transactions se faisaient sur le réseau de la Poste, qui est un réseau vaste, un réseau que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire national et les bureaux de ces transactions se trouvaient dans ce réseau-là. Mais lorsqu'on décide de prendre les deux produits et de les concentrer au sein d'une entreprise, il y a, avec toute la nomenclature administrative qu'il faut, le directeur général, le directeur financier, le directeur d'exploitation, avec des salaires faramineux, il était évident que les charges devaient forcément augmenter. Deuxième paramètre, ils étaient locataires chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une autre filiale, Poste Imo, qui a été créée pour réguler ou gérer les loyers. Alors, ces filiales-là étaient installées dans les bâtiments appartenant au groupe Poste SA, mais payaient des loyers à Poste Imo. Et voilà aussi une autre niche de charges. Et puis, sur un plan purement managérial, lorsqu'on réalise que les charges, aussi bien fixes que variables, sont plus élevées que ce que vous générez pour pouvoir amortir,
il faut prendre des décisions vous permettant justement d'amortir. Vous parliez d'une plainte introduite par le nouveau PDG au niveau de la police judiciaire contre eux. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez eu suite à cette plainte introduite au niveau de la PJ? Pour l'instant, nous avons pu avoir la copie de la plainte. Nous avons pu également, comme vous l'avez suivi dans le reportage, mettre la main sur des copies des chèques, des 10 chèques impayés sans provision. Mais nous n'avons pas encore eu la suite émanant de l'état-major des polices d'investigation judiciaire. Scandale au cœur de la Poste SA. Est-ce que c'est la dernière partie ou encore on peut s'attendre à un nouveau numéro? Il y aura un nouveau numéro. Il y a eu une première partie qui concernait Poste Banque, une seconde partie qui a concerné Poste Transfert. Une idée de cette troisième partie? La troisième partie sera essentiellement consacrée aux nouveaux responsables de ce département. Parce que c'est vrai, aujourd'hui nous présentons les faits tels qu'ils se sont déroulés et cela c'est pour emmener nos téléspectateurs et les usagers à comprendre ce qui a amené la Poste à cette situation. Mais il est également utile de se rapprocher des nouveaux responsables pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'État va mettre de l'argent dans le groupe parce qu'il va falloir mettre en place un plan social pour les départs et ainsi de suite. Et tout ceci, c'est aux responsables et même à la nouvelle autorité ministérielle d'expliquer comment cela va se passer et surtout que le groupe aujourd'hui est redevable à plusieurs usagers parce que l'argent des épargnants a été dépensé. Monsieur Jean-Pascal Don, merci pour ces explications. Je vous en prie. Voilà qui met un terme à ce 7e numéro des enquêtes de Gabon 24. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue bien sûr sur cette chaîne.